Savez-vous que dans le monde quantique, la couleur est liée à la taille de petits objets qui façonnent la lumière? Des objets de taille nanométrique, c'est-à-dire de l'ordre du milliardième de mètre, l'échelle à partir de laquelle s'exprime la physique quantique. Lumière et matière interagissent et les objets nanométriques sont le siège du phénomène de confinement quantique. Certaines manifestations de l'effet de taille sont visibles à l'œil nu et permettent, depuis le Moyen-Âge, à l'homme de produire de surprenants jeux de couleurs. Cela fait maintenant de nombreuses années que les chercheurs et les ingénieurs ont appris à se servir du confinement quantique. Cela débouche sur de nombreuses applications. C'est par exemple à l'origine de la qualité d'image de nos écrans télé. Ensemble, entrons dans le nanomonde. Repartons de l'origine des observations de boîtes quantiques épitaxiées en laboratoire. Une histoire où science et technologie se rencontrent pour repousser les limites de ce que nous pensions possible. Découvrons comment se fabriquent ces objets minuscules, néanmoins plus grands que les atomes, les briques élémentaires de la matière. Ce qui peut surprendre, c'est qu'une boîte quantique se comporte à plusieurs égards comme un atome artificiel unique. Sauf que, contrairement aux propriétés immuables des atomes naturels, ceux répertoriés dans la table de Mendeleïev, les propriétés des boîtes quantiques peuvent être ajustées à volonté. Et c'est là leur principal intérêt. On savait peut-être depuis les fondateurs de la mécanique quantique, que quand on changeait les dimensions d'un objet, on changeait ses propriétés électroniques. Donc ça remonte peut-être aux années 1920-1930. À cette époque-là, on ne parlait pas encore de boîte quantique en fait. La façon qu'on a eue de sonder les propriétés physiques originales de ces objets, c'est essentiellement de la spectroscopie optique. Donc c'est vraiment quelque chose qui date des années 80 et qui s'est développé sans doute pour la première fois dans l'article dont on célèbre le 40e anniversaire aujourd'hui. Alors ça avait un format d'une lettre, c'était un article très court, donc de 2 pages. Tous les aspects étaient traités, alors pas en profondeur, parce que c'était le premier article, mais il y avait à la fois la croissance, le dépôt et les observations pendant la croissance. Il y avait la microscopie électrique que j'avais faite moi-même. Il y avait la diffraction des rayons X qui apportent d'autres informations structurelles. Et il y avait la spectroscopie optique. Donc dans un petit format, on réunissait des choses et des choses qui étaient originales parce que la microscopie permettait d'observer qu'on n'avait pas une croissance homogène, donc vraisemblablement la formation de petits îlots et de petits domaines. Mais on n'avait pas d'expérience sur ces boîtes quantiques parce qu'il n'y avait pas de boîte quantique en fait. Tout au moins pas de boîte quantique formée artificiellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est développé seulement à partir des années 90. En isolant un de ces petits objets, on a montré effectivement que ces inclusions qui avaient été observées se comportaient bien comme de vraies boîtes quantiques, de vraies bonnes boîtes quantiques. Et ça, c'est en 1994. Ça a lancé une énorme activité sur le sujet au niveau mondial. Ça a permis à cette approche basée sur la croissance pour fabriquer les boîtes quantiques de devenir vraiment la solution dominante pour fabriquer les boîtes quantiques. Une boîte quantique réalise cette fonction très particulière, c'est-à-dire elle est capable de piéger un électron dans un tout petit volume. Quand on parle d'un tout petit volume, c'est un volume dont toutes les dimensions sont de l'ordre de quelques nanomètres, quelques milliardièmes de mètres. En fait, cette fonction de confinement, elle ressemble beaucoup à ce que fait l'atome. Dans les 2 cas, la mécanique quantique nous prédit que les états électroniques sont discrets. L'électron ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Et bien là, on peut faire de nouveaux atomes sur mesure, finalement, en jouant sur la composition et surtout sur la taille de nos boîtes quantiques. Ce qui m'intéressait au début, quand je suis rentrée dans ce sujet, c'était justement cette boîte quantique qui a été montrée à la fin, au milieu des années 90, se comportant comme un seul atome. Donc c'est comme si vous aviez un amas de 10 000 atomes qui se comportent comme un seul. Et on sait, par les lois de la mécanique quantique, qu'un atome émet un seul photon à la fois. Pour parler d'épitaxie, il faut commencer par l'idée de cristal. Un cristal est un assemblage ordonné d'atomes. En épitaxie, on dépose des atomes sur un substrat cristallin, une tranche de cristal, pour reproduire son arrangement périodique. Si les atomes sont identiques à ceux du substrat,
on parle d'homoépitaxie. Quand on parle d'épitaxie, alors ça vient du grec, épi ça veut dire dessus. Donc ça veut dire qu'on va essayer de former un cristal au-dessus d'un autre cristal. Et taxie, ça donne l'idée que c'est formé de façon ordonnée. Si les atomes sont différents, on fait de l'hétéroépitaxie. Avant la découverte des boîtes quantiques, la recherche en hétéroépitaxie visait à empiler des couches de cristaux dont les tailles de mailles naturelles diffèrent de plus en plus, tout en obtenant des couches planes et uniformes. Pour éviter les défauts, leurs mailles doivent s'adapter à celles du substrat, ce qui contraint les couches minces à se déformer. C'est seulement quand on dépose un matériau différent sur un substrat que là, on va pouvoir jouer et avoir des propriétés intéressantes. Mais évidemment, le fait qu'on dépose un matériau différent sur un substrat fait que les choses peuvent ne pas se passer comme on espérerait qu'elles se passent. Les tailles de base peuvent être différentes. Vous pouvez imaginer que vous essayez de déposer des gros cubes sur des petits cubes. Et ça pose des problèmes parce que si vous imaginez que vous voulez déposer une couche uniforme latéralement de gros cubes sur des petits cubes, que va-t-il se passer à l'interface, donc à la surface qui sépare ce substrat de la couche qu'on va déposer? Pendant longtemps, l'objectif, c'était de faire un dépôt qui soit une couche mince d'épaisseur uniforme. Ceci nous amène de 82 à 85. Le CNED-Bagneux s'intéresse à un système particulier qui s'appelle GAINAS sur GAS. Donc on a des puits quantiques GAINAS qui sont contraints dans une matrice de GAS. Et donc, on s'est dit que plutôt que de continuer à augmenter la contrainte dans le puits quantique, autant passer à un système différent, INAS sur GAS. Et là, on savait qu'on changeait un peu de perspective parce qu'au lieu d'avoir des puits quantiques de largeur mesurée en angström, 150 angström, on passait à des monocouches atomiques. Jusqu'au début des années 80, les gens ne se préoccupaient que de former des couches planes d'épaisseur uniforme. Et ils n'avaient pas eu l'idée que la nature pourrait faire que quand on essaye de déposer un matériau qui a justement cette maille élémentaire de largeur plus grande que celle du substrat sous-jacent, les choses pourraient ne pas se passer de cette façon-là. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. La croissance s'est faite en îlots, c'est-à-dire que la matière s'accumulait localement par petits îlots de tailles potentiellement différentes, mais on n'avait plus du tout la couche plane qu'on espérait avoir au départ. Et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément un grand malheur, parce que justement, ces petits îlots, une fois qu'ils étaient eux-mêmes recouverts du même matériau que le substrat par la suite, formaient des boîtes quantiques avec des propriétés optiques intéressantes. Mais la découverte a été assez fortuite. Au CNET, alors qu'il travaillait dans une direction différente, simplement l'étude de puits quantiques très contraints, Léon Goldstein et Jean-Yves Marzin avaient observé la formation spontanée de choses qui ressemblaient à des inclusions nanométriques. Et ce sont ces objets-là qui sont ensuite devenus les boîtes quantiques auto-assemblées. Au départ, il s'agissait d'une découverte fortuite, d'une découverte par accident. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on a trouvé. On ne s'attendait pas. Donc ça, c'est absolument vrai. On ne cherchait pas des boîtes quantiques. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'on était amené à étudier les systèmes INAS sur GAS, on était presque obligé parce que, ayant fait le tour des super-réseaux contraints, la seule alternative de recherche pour rester dans ce système, c'était d'étudier ces couches ultra minces. Donc, dans un sens, on ne savait pas où on allait, mais dans l'autre sens, on était poussé à aller dans cette direction-là. Les atomes, ils aiment bien s'associer, ça fait de la matière solide ou liquide. Si on essaie de déposer un cristal qui a ce paramètre de maille différent, donc cette taille de maille élémentaire cristalline différente de celle du substrat, alors se pose la question, là c'est un vaste problème, mais comment le raccord va se faire entre le substrat et la couche cristalline? Quand elles se déforment pour adopter la même maille élémentaire que celle du substrat, les couches épitaxiées accumulent de l'énergie. Le phénomène est semblable à un ressort que l'on comprime. Il tente à relâcher cette énergie pour retrouver sa forme d'origine. L'énergie accumulée dans cet état comprimé est appelée énergie élastique. Le substrat qui est épais, il va imposer sa loi en quelque sorte, et donc il va déformer
cette maille cristalline du dépôt. Et qui dit déformation dit accroissement de l'énergie, puisque le dépôt n'est plus dans sa forme intrinsèque, mais il est déformé ou contraint. Mais le vrai moteur de la mise en îlot, c'est l'énergie élastique, puisque la nature essaye toujours de diminuer l'énergie totale, de diminution de l'énergie totale, mais de diminution de l'énergie élastique, qui est permise par la croissance en îlot plutôt qu'en couche plane. Et donc c'est ce qui se passe dans le cas de ces dépôts d'INAS sur GS qui ont été réalisés il y a 40 ans. En pratique, pour faire de l'épitaxie, il faut travailler dans une atmosphère très propre pour éviter les poussières et autres contaminations qui vont apporter des atomes indésirables. On travaille donc dans ce qu'on appelle une salle blanche. Le nombre de poussières y est beaucoup plus faible que dans notre environnement habituel. On visite ici la salle blanche du C2N qui accueille des équipements de pointe pour y développer les nanosciences et les nanotechnologies. L'épitaxie se passe dans ces réacteurs, dits d'épitaxie par jet moléculaire. Donc, avec ces réacteurs, on est capable de synthétiser des semi-conducteurs en forme cristalline par évaporation de différents éléments ultra purs dans un environnement sous des conditions de vide poussé qui nous permet de déposer des monocouches atomiques, à peu près une monocouche atomique par seconde, de matériaux qu'on sélectionne selon la nature des éléments qu'on évapore, sur un substrat cristallin avec une pureté ultime, qui nous permet par exemple de synthétiser des boîtes quantiques avec des bonnes propriétés optiques. Il y a une technique d'analyse dont on ne peut pas se passer dans ces équipements qui permettent de faire pousser les cristaux. Il s'agit de la diffraction en incidence rasante d'électrons de haute énergie. Son acronyme anglais, le RID. Un canon envoie des électrons qui affleurent la surface du cristal en train de croître pour renseigner sur les phénomènes qui s'y passent à l'échelle atomique. Dans le RID, les électrons sont accélérés en direction du substrat et ils sont ensuite réfléchis par les brins cristallins des dernières monocouches du cristal qu'on a dans notre bâti. Et ensuite, après être réfléchis, ils interfèrent entre eux. Et selon l'information qu'ils portent dedans, qui est due à la réflexion, à l'interaction avec le cristal, ils créent des motifs sur un écran fluorescent. Pourquoi tu as mis 0 la température? Je sais pas pourquoi le pyro il donne rien là. Parce qu'il y a le gallium ouvert. Alors là, par exemple, vous voyez cette image, c'est une image de diffraction qui nous dit que notre surface est bidimensionnelle. Maintenant, on va exposer cette surface à un flux d'indium et arsenic. Et au-delà d'une certaine épaisseur critique, on formera des boîtes quantiques. Et vous verrez ça par l'apparition de spots, de petits points dans ces patterns de diffraction. Voilà. Un autre instrument indispensable pour les nanosciences, c'est le microscope électronique en transmission, capable de visualiser les arrangements atomiques des cristaux. Il a joué un rôle déterminant dans la découverte des boîtes quantiques, mais ses performances ont progressé de manière spectaculaire jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, cette génération n'existait pas, il n'y avait pas de correcteur d'aberration. Donc en fait, les résolutions n'étaient pas suffisantes pour réaliser les mêmes analyses qu'on fait actuellement. Il y avait, typiquement, moi je travaillais sur un microscope conventionnel et les résolutions en mode STEM, c'était quelques nanomètres. Et surtout, on voyait le champ de déformation induit par les boîtes. Alors que maintenant, là, on va voir carrément la composition de l'alliage. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est relier des propriétés structurales et chimiques à des propriétés électroniques ou optiques. Reconstruire, en fait, l'émission d'un objet. La structure de bande et savoir à quelle longueur d'onde elle va émettre ou elle va absorber. Dans un matériau semi-conducteur, les électrons occupent des bandes d'énergie permises, séparées par une bande interdite. La bande de valence est remplie. Les électrons dans la bande de valence peuvent franchir la bande interdite et accéder à la bande de conduction si on leur fournit de l'énergie. Ils peuvent ensuite revenir dans la bande de valence en émettant de la lumière. Dans les boîtes quantiques, la situation est encore plus fascinante. Les électrons sont confinés, entraînant une quantification de leur énergie. Cela signifie que les électrons ne peuvent adopter que des énergies spécifiques, comme les fréquences des notes d'un instrument de musique accordé. Les bandes d'énergie deviennent des états discrets et les électrons ne peuvent plus émettre
qu'une lumière de couleur définie, à l'image des atomes. Pour observer l'émission de lumière par les boîtes quantiques, on fait appel à une troisième technique de caractérisation, la photoluminescence. Pour observer la lumière qui est émise par les boîtes, on va utiliser un banc de photoluminescence. Alors, les boîtes émettent dans l'infrarouge, donc on ne peut pas les voir avec nos yeux. Donc en fait, ça va être un spectromètre qui va pouvoir analyser la lumière émise dans l'infrarouge. Donc ici, je pose mon échantillon sur le banc de montage. Voilà. Ici, nous avons un laser qui émet dans le verre à haute énergie. Le laser est envoyé via des miroirs jusque sur l'échantillon. Il va permettre d'exciter les boîtes quantiques qui sont contenues dans cet échantillon. Les boîtes quantiques vont ensuite réémettre de la lumière qui va être collectée par ce système optique et ensuite envoyée dans le spectromètre. Et le spectromètre va nous permettre de mesurer l'intensité qui est émise par ces boîtes aux différentes longueurs d'onde. Dans une assemblée de boîtes quantiques obtenues par épitaxie, les fluctuations de taille induisent des variations d'énergie des états quantiques, entraînant une émission à des couleurs légèrement différentes. La lumière émise forme alors une palette de couleurs, signe de l'existence des boîtes quantiques, mais sans distinguer chaque boîte quantique individuellement. Pour révéler pleinement les effets du confinement quantique, il faut accéder à l'émission de lumière d'une boîte unique. Ce n'est qu'à cette condition que l'émission de lumière prendra la forme d'une raie très fine de longueur d'onde ou de couleur bien définie. Comment faire pour observer l'émission d'une boîte quantique toute seule? Il faut commencer par l'isoler du reste du monde. Il ne faut pas qu'il y ait 36 boîtes qui parlent en parallèle, sinon ce ne sera pas possible. C'est pour cela qu'avec Jean-Yves Marzin, en 1994, on avait introduit une technique qui permettait, en fabriquant une toute petite structure gravée, de ne garder à l'intérieur qu'une boîte quantique. Et ensuite, une des difficultés habituellement, c'est que la lumière reste beaucoup piégée dans le semi-conducteur. Donc ce milliard de photons par seconde dont je vous ai parlé, on en collecterait avec une toute petite partie à l'extérieur. En fabriquant ces petites structures gravées, nous avons aussi facilité l'extraction de la lumière de façon à avoir suffisamment de signal pour une seule boîte. Après avoir exploré l'origine et les principes des boîtes quantiques, nous nous tournons vers l'avenir. Les avancées en nanotechnologie permettent désormais d'optimiser leur fabrication pour diverses applications, des communications classiques aux technologies quantiques. Mais commençons par le début. Nous travaillions à l'époque dans un laboratoire d'études pour les télécommunications. Donc on avait en tête une application au laser essentiellement. Donc la première vraie proposition en ce sens est celle d'Arakawa et Sakaki en 1982. Et ils avaient dit qu'a priori, un laser utilisant des boîtes quantiques plutôt qu'un puits quantique devrait avoir de meilleures propriétés, notamment en termes de dépendance de ses propriétés en fonction de la température. Et ça avait donc stimulé un gros intérêt pour l'exploration de très nombreuses techniques diverses pour fabriquer des boîtes quantiques. Elles ont une propriété unique qui est leur très faible sensibilité à la température, ce qui, pour une application laser, va faire en sorte que la puissance dépend très peu des conditions environnementales. Et ça, c'est un atout majeur. Le deuxième atout de ces boîtes quantiques, c'est qu'elles sont très peu sensibles au retour de l'émission laser vers la zone active, et si bien qu'on peut se dispenser de les isoler optiquement du réseau optique fibré. En fait, il y a deux acteurs, deux startups, QD Laser au Japon, avec le professeur Arakawa comme conseiller scientifique, et puis Inolume, qui est une émanation des élèves d'Alferhof à Dortmund en Allemagne, et qui travaille à trouver donc des débouchés pour ces lasers à boîte quantique pour toutes les communications à l'intérieur des centres de données. L'efficacité énergétique des lasers à boîte quantique étant supérieure à celle des puits quantiques en INP fait que c'est un candidat de choix. Ces applications concernent les propriétés d'une assemblée de boîtes quantiques. L'exploitation du caractère atome artificiel des boîtes quantiques avec l'émission de photons un par un, comme le fait l'atome, nécessite, comme vous l'avez compris, d'isoler une seule boîte quantique. Mais ce n'est pas suffisant pour des applications quantiques efficaces.
Il reste encore à extraire efficacement le photon et le guider jusqu'à son utilisation. On se disait on va pouvoir faire des sources de lumière qui émettent des photons un par un avec ça. Mais quand vous prenez un seul atome et que vous lui donnez de l'énergie, il va donner un seul photon à la fois. Mais ce photon, et là c'est les lois de l'électromagnétisme qui vous le disent, ce photon va être émis dans toutes les directions de l'espace. Donc si vous avez une boîte quantique qui émet de la lumière, elle émet finalement dans tout l'espace. Et donc pour essayer de faire en sorte qu'elle n'émette que dans une seule direction, on a pensé que si on pouvait la mettre dans un micropilier ou dans un fil quantique, eh bien on allait pouvoir faire en sorte que les photons allaient venir vers nous. On grave les micropiliers par des plasmas ioniques. Ces micropiliers permettent donc de guider le photon, mais il lui reste encore la possibilité de partir vers le bas, dans quel cas il est perdu. Pour améliorer davantage l'extraction du photon, une idée datant des années 50 a revu le jour, l'effet Purcell, du nom du physicien qui l'a introduit. Supposez qu'un atome est placé entre deux miroirs, qui constituent une cavité optique produisant une résonance. L'interaction de l'atome avec la résonance de cette cavité optique peut accélérer l'émission du photon. Si le miroir du bas est légèrement plus réfléchissant que celui du haut, le photon sortira par le haut et le tour est joué, ou presque. Pour que ça marche, il faut que la boîte quantique soit exactement au bon endroit entre les deux miroirs et que la fréquence de résonance, les niveaux de l'atome, soient résonnants avec les résonances des deux miroirs. Et ça, c'est très compliqué parce que les boîtes quantiques, en fait, c'est des objets qui poussent, entre guillemets, de manière complètement aléatoire. Ils ont des positions aléatoires et elles ont des longueurs d'onde aléatoires. Alors pourquoi elles ont des fréquences de résonance aléatoires? Parce qu'il faut bien voir qu'en termes d'épaisseur, elles font 3 couches atomiques typiquement. S'il y en a une quatrième, ça fait un énorme changement d'énergie. Et donc les niveaux d'énergie sont très, très disparates. Donc en fait, quand moi j'ai rejoint le sujet, au début de ma carrière, on fabriquait des cavités. Et puis on jouait au dé. On espérait que de temps en temps, il y ait une cavité qui ait la boîte au bon endroit, à la bonne longueur d'onde. Le taux de succès, c'était genre de 10-4, 10-5, ce qui rendait les études infernales, quoi. Et donc en 2005, j'avais eu une idée de trouver une méthode pour mesurer optiquement la position de la boîte quantique. Et du coup, en faisant ça, on est capable de mesurer très précisément leur position et très précisément leur résonance. Et ensuite, ce qu'on a inventé, c'est une lithographie qu'on a baptisée la lithographie in situ parce qu'on fait une lithographie en même temps qu'on mesure notre système pour définir une cavité autour de la boîte quantique à la bonne fréquence. Et donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a mis une boîte quantique exactement au centre d'une cavité, on sait fabriquer de manière reproductible cet objet emblématique qui est un atome artificiel entre deux miroirs. Et ça fait une source de photons unique très efficace. On a été contacté par plein de chercheurs au niveau international qui voulaient ce genre de composants pour développer l'ordinateur quantique optique. On a été contacté avec mes collaborateurs, donc, qui étaient à l'époque doctorants et postdoctorants dans mon équipe. On était assaillis de demandes et on s'est dit, c'est encore un objet de laboratoire, ce qu'on a fabriqué là. On ne va pas pouvoir donner à tous ces chercheurs le composant qu'ils veulent. On va créer une petite société pour commercialiser ces sources de photons uniques. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2017. Candela avait pour mission première de fournir à tous les scientifiques qui estiment que la lumière quantique peut permettre de nouvelles études, de le faire avec ces composants. Donc, il y a des applications sur les communications quantiques, en imagerie. Il y a un certain nombre d'applications dans ces domaines-là. Et puis, il y a l'ordinateur quantique sur lequel Candela s'est elle-même positionnée pour avancer. Moi, j'ai travaillé sur les boîtes quantiques en tant que récepteur de photons. Et en fait, l'idée, c'est que ces boîtes quantiques, on peut piéger un électron dedans. Et moi, je me suis intéressée à comment est-ce qu'un photon va être réceptionné par la boîte quantique et comment il va venir interagir avec cet électron. Et l'idée, c'est par exemple, pour des applications en communication quantique ou en information quantique, on s'intéresse particulièrement à des états qui sont composés de plusieurs photons, et ces photons sont reliés par des liens d'intrication. Et l'idée, c'est qu'en utilisant une boîte quantique comme récepteur, on va pouvoir créer des nouveaux liens d'intrication entre des photons, par exemple, d'un premier état et d'un deuxième état. La particularité de la quantique, je dirais en général, c'est que c'est encore une science qui est très nouvelle. Donc, on maîtrise ce qu'on fait aujourd'hui en recherche, mais il y a encore une part d'inconnu. On va pouvoir ouvrir de nouvelles portes.
L'histoire des boîtes quantiques est celle d'un domaine en pleine expansion. Elle est née de découvertes fortuites et de défis technologiques considérables qui nous ont permis de nous rapprocher du monde de la physique quantique et des phénomènes étranges qui s'y passent, qui deviennent de plus en plus familiers. Je crois que, quand Feynman a dit ça, il pensait probablement au fait qu'il y a pas mal de choses contre-intuitives dans le quantique. On a cette facilité et cette tendance de dire qu'on ne comprend rien à la mécanique quantique. Et c'est une façon de dire qu'à chaque fois qu'on travaille sur ce sujet-là, c'est extrêmement contre-intuitif. Mais à force d'utiliser les concepts, on se rend compte quand même que ces concepts sont très opérationnels. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la communauté a très bien montré qu'elle comprend suffisamment bien les concepts de la physique quantique pour en faire des choses très très utiles, et notamment des composants très innovants et très performants. L'avenir est en marche. Recherche et industrie se saisissent aujourd'hui des boîtes quantiques pour développer des composants d'avenir. Citons, parmi d'autres choses, des lasers, des diodes électroluminescentes ou des sources de photons uniques, avec à la clé des gains en solidité, efficacité et des bénéfices environnementaux. On envisage déjà pour demain des composants encore plus sophistiqués et des fonctionnalités nouvelles grâce à l'intégration hétérogène, qui consiste à combiner les boîtes quantiques avec d'autres matériaux et d'autres structures. Les boîtes quantiques, d'abord considérées comme des curiosités de laboratoire, deviennent ainsi des éléments clés des nanotechnologies de demain. L'avenir de ces tout petits objets s'annonce riche en développement et en nouvelles découvertes.